Aujourd'hui, nous avons donc le deuxième cours de philosophie qui va porter sur la philosophie de la connaissance. On donne aussi à la philosophie de la connaissance un autre nom qui est celui de critique, comme le mot critique. C'est un nom qui est hérité de Kant. Alors, d'emblée, qu'on s'entende bien, le cours n'est pas un cours sur la connaissance comme telle, mais sur la valeur de vérité de la connaissance. On va se poser la question de savoir si notre connaissance peut atteindre la vérité. C'est la question que nous nous posons. Alors c'est une question qui est importante. Elle est importante d'abord historiquement. Historiquement parce que depuis Descartes, le chevalier français tout pimpant dont nous parlait Peggy, qui est mort en 1650 pour vous le situer, Descartes est le premier philosophe à avoir placé en quelque sorte la question de la connaissance en premier. Tout le monde connaît l'adage de la quatrième partie du discours de la méthode. Je pense donc je suis. Pour Descartes, la pensée précède l'être. Et puis à la suite, il y aura Emmanuel Kant, qui opéra ce qu'il appelle sa révolution copernicienne, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, et qui va montrer que il faut d'abord s'interroger sur la validité de ma connaissance pour ensuite proprement connaître. Si d'emblée ma connaissance est frappée d'un doute, ça sert à rien que je commence à connaître. Si je peux rien savoir de vrai, je me tais. Et puis il y a une deuxième raison historique, c'est ce qu'on appelle le soupçon. Il y a toute une mentalité du soupçon qui est née fin 19e et début 20e, les fameux trois grands maîtres du soupçon dont parle Paul Ricoeur, un philosophe protestant contemporain, qui sont Marx, Nietzsche et Freud, et qui eux aussi ont frappé de doute la connaissance elle-même, en croyant démasquer derrière la connaissance un processus qui la vicie. Par exemple, un Nietzsche va vous dire que lorsque vous énoncez une vérité, en fait, vous cherchez à promouvoir une volonté de puissance qui est en vous, et qui fait que vous serez favorable à tel type de valeur et non pas à tel autre, parce que ce type de valeur sert vos intérêts, votre volonté de puissance. Et donc la connaissance elle-même, on ne sait même pas sûr qu'elle soit objective. Toujours au niveau de l'intérêt de se poser ce genre de questions, c'est que tout le monde aujourd'hui entend des paroles du genre à chacun sa vérité, etc. Tu prétends détenir la vérité, etc. Donc tout ça, ça nous montre que il faut s'intéresser au problème de la connaissance. Et même d'ailleurs un dernier exemple nous montre que c'est même important pour notre foi. C'est un ami qui me racontait qu'il connaissait un phénoménologue, c'est-à-dire quelqu'un pour qui la réalité n'est que phénomène, et qui l'avait amené un jour à l'adoration eucharistique. Et à la sortie de l'adoration, cet ami lui dit, tu vois, la foi chrétienne nous dit Jésus est présent dans l'Eucharistie. D'accord. Mais qu'est-ce qui me prouve que le pain eucharistique existe ? Ce qui montre d'ailleurs que n'importe quelle foi, la foi ne peut pas se bâtir sur n'importe quel type de philosophie. Et donc, le problème de la connaissance peut attaquer lui-même la rectitude de notre foi. Alors, voyons donc ce problème de la connaissance, nous allons procéder en 3 temps. Et ces 3 temps-là vont nous permettre de cerner la position qui va être la nôtre. Donc ça va nous permettre de nous situer. Et en même temps que nous nous situerons, vous allez voir, à chaque fois notre position sera une position assez confortable parce qu'elle va être médiane entre 2 vérités opposées. Et ça montre un sens de l'équilibre. Alors, en un premier temps, on va d'abord s'interroger sur l'existence d'une connaissance vraie. Et notre position va tenir le juste équilibre entre le scepticisme, aucune connaissance vraie n'est possible,
Et le dogmatisme absolu, je peux tout connaître sur tout. Deuxième temps, nous allons nous interroger, nous allons nous poser des questions sur la nature de la connaissance. Et d'abord, quant à son objet. Et quant à son objet, je peux dire soit que son objet n'existe qu'en moi, ce n'est qu'une idée, c'est ce qu'on appellera l'idéalisme. Ce que je dirais, son objet m'est intégralement extérieur, et je le connais en toute son extériorité, c'est ce qu'on appellera le réalisme absolu. Je connais donc la réalité extramentale, en dehors de moi, en tout ce qu'elle est. Et la position vraie sera la position intermédiaire entre ces deux extrêmes. Et en un troisième temps, nous interrogerons toujours sur la nature de la connaissance, mais non plus quant à l'objet, mais quant au sujet. Là, on ira très très vite, ça sera simplement pour dire que le sujet peut connaître non seulement avec ses sens, mais aussi avec son intelligence. Et donc, nous ferons une synthèse entre le courant empiriste qui dit qu'on ne connaît qu'avec son intelligence et le rationalisme qui dit qu'on ne connaît qu'avec son intelligence. Bien, eh bien, nous allons aborder le premier point, qui est par certains côtés le plus débattu aujourd'hui, même si ce n'est pas le plus pertinent. Donc notre première thèse va être de tenir entre le scepticisme et le dogmatisme absolu. Ça va être le dogmatisme modéré. Alors premièrement, le scepticisme. Et d'abord, quant au scepticisme, quelles sont les écoles ? Il y a un certain nombre d'écoles philosophiques. Alors je ne vais pas vous faire un parcours parce que ça demanderait 3 heures de cours, ça serait immense. Mais c'est simplement intéressant de remarquer, du point de vue de l'histoire de la pensée, si on remonte jusqu'à 6 siècles avant Jésus-Christ, on voit constamment une alternance entre des dogmatismes, des pensées carrées qui affirment des vérités, et une espèce de dissolution de ce dogmatisme en un scepticisme. L'histoire est donc une suite contrariée de dogmatisme qui aussitôt se résolvent dans un scepticisme. Pour donner quelques exemples, on a commencé par le dogmatisme des physiciens d'Ionie qui a commencé à se dissoudre dans le scepticisme des sophistes. Après ça, il y a eu Socrate, Platon, Aristote, la crise notamment de l'épicurisme, du scepticisme proprement parlé. Après ça, si je saute, le Moyen-Âge, il y a eu le même mouvement, dans le monde moderne, pareil, etc. Donc, à chaque fois, et c'est intéressant de remarquer que le premier temps est d'abord un temps d'affirmation, donc un temps dogmatique, et comme si l'affirmation était trop forte, aussitôt, il faut qu'il y ait une réaction, historiquement, une réaction sceptique. Et on voit ça aujourd'hui. On a été très marqué ces derniers temps par une dogmatique à la fois freudienne et marxiste. Et aujourd'hui, il y a comme une perte de confiance dans l'intelligence. Je ne sais pas si vous vous rappelez un André Glucksmann qu'on classe parmi les nouveaux philosophes. Il avait fait un jour un topo au centre Pompidou, et c'était tout à fait étonnant. On le voyait comme ça, il disait, voilà, moi je fais un exercice qui est le suivant, je prends une feuille de papier, dans une première colonne, je marque tout ce à quoi je crois. Et dans une deuxième colonne, je détruis méthodiquement chacune des vérités que j'ai mises dans la colonne de gauche. C'est de dire que le jeune auditoire qui était là, il était tout baba, et en même temps, il introduisait un scepticisme extrêmement profond dans les intelligences de ceux qui étaient là. Et un de mes amis qui assistait à ça disait, mais j'aurais voulu lui poser la question, mais pourquoi vous ne faites pas une troisième colonne dans laquelle vous reconstruisez ce que vous avez détruit ? Donc on se rend compte que le scepticisme apparaît comme destruction du dogmatisme. Alors il faudrait nuancer, il y a différentes formes de scepticisme. Il y a scepticisme extrême, qui est celui de Pyrrhon, P-Y-2-R-H-O-N, dont la devise était exuere hominem, dépouiller l'homme, c'est-à-dire que on ne croit plus en rien. Ça fait un petit peu penser à la devise de Montaigne. Montaigne ne disait pas « je ne sais pas », il disait « que sais-je ». Un scepticisme comme un mol-oreiller. Jusqu'à un scepticisme beaucoup plus larvé qu'on appelle le phénoménisme, qui est à peine du scepticisme. Du genre j'ai froid, oui, mais vous pouvez avoir chaud, donc de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'avoir froid ?
Alors, quels sont les arguments des sceptiques? On a vu les écoles. Quels sont les arguments? Un certain Énésidème, qui est un sceptique grec, les a codifiés en 10 tropes, ce qu'il appelle des tropes, ce sont des catégories. En fait, il y en a principalement 3. Les plus importants, et les plus souvent entendus. Le premier, ce qu'on appelle la contradiction des philosophes. Contradiction des philosophes, finalement, c'est l'argument le plus simple et le plus frappant, c'est de dire, oui, vous croyez ça, mais c'est bien sympathique, il y a quantité de gens qui ont dit exactement le contraire, donc de toute façon, comment savoir ce qui est vrai? Tout le monde se contredit sur tout. C'est un argument que même Kant a utilisé en disant, dans la grande arène de la philosophie, il y a plein de gladiateurs qui sont venus, surtout se casser la figure, il y en a aucun qui est resté ferme pour nous montrer qu'il avait raison. Donc, un deuxième argument, c'est celui de l'erreur des sens. Le deuxième type d'argument, c'est de dire, nos sens tout trompent. Tremper une cuillère dans un verre, la cuillère se casse, qui montre bien que, vous voyez, il y a une différence entre la cuillère qui pourtant est bien droite, et ce que je vois. Donc l'erreur des sens, ou bien parfois de manière un petit peu modulée, l'erreur liée au rêve. Qu'est-ce qui me prouve qu'actuellement je ne suis pas en train de rêver? Ça me rappelle je ne sais pas si vous vous rappelez, à la télévision, il y a eu un feuilleton qui a eu son heure de gloire qui s'appelait Kung Fu, avec David Carradine, un Kwai Chang Caine. Je me rappelle une fois, on voyait le petit scarabée comme ça qui recevait sa leçon de son maître, qui disait, il faut que tu portes ce manuscrit. Alors, il prend le manuscrit, il dit, je vais te lire ce manuscrit qui est une des plus belles perles de notre philosophie. Alors il commence à lire le manuscrit, ça disait, voilà, un jour tel sage a fait un rêve dans lequel il se voyait grenouille. Ah, qu'il était heureux quand il était grenouille, il coinçait, il sautait, etc. Et puis, il s'est réveillé. Oh, triste réalité. Et se réveillant, il s'est rendu compte qu'il était un homme. Mais, se rappelant son rêve, il se demandait, mais suis-je un homme qui ait rêvé que j'étais grenouille, ou suis-je une grenouille qui ait rêvé que j'étais un homme? Alors, c'est typiquement l'objection que moi j'ai entendue je ne sais pas combien de fois, disant, mais c'est vrai, quelle différence y a-t-il entre le rêve et l'éveil? Troisième, c'est l'argument préféré de Descartes, ce cher René. Troisième type d'argument, la relativité de la connaissance. Ça tient en une phrase très simple, tout dépend de tout. C'est assez simple, veut dire d'appliquer ça. C'est l'homme comme polypied d'image, c'est une belle expression. C'est Edgar Morin notamment qui tient cette position. C'est la position du systémisme. L'homme comme une espèce de paquet de relations. Exemple, quand vous posez une action, votre action va avoir des conséquences et des répercussions complètement inimaginables. Donc comment poser une action? Parce que de toute façon, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Vous savez ce que disait Pascal? Si le nez de Cléopâtre était plus court, un Astérix s'en est pas mal inspiré, si je ne m'abuse, la face du monde aurait été changée. Et on ne sait pas quelles sont les conséquences d'un acte. Donc, comment savoir? Si je voulais absolument connaître ce que je suis, il faudrait que je connaisse tous les astres avec toutes les influences sur moi. Donc je ne peux avoir aucune espèce de connaissance exhaustive sur un sujet. D'où scepticisme. Bien, ayant vu les arguments sceptiques qui sont assez énormes et assez impressionnants, surtout aujourd'hui, comment les réfuter? Eh oui, sans complexe, on peut essayer de les réfuter. Alors d'abord, le premier argument. Le premier argument, c'est l'argument donc des contradictions des philosophes. Alors il y a plein de réponses, je ne vais pas vous détailler, mais je vais donner quelques petites pistes, sans prétendre épuiser le sujet. Le premier, c'est que bien évidemment, la complexité des choses engendre une multiplicité d'opinions. Un exemple scientifique peut-être un petit peu technique, mais quand on voit même les oppositions qu'il y a eu entre un Albert Einstein et l'école de Copenhague, notamment avec Niels Bohr, on se rend bien compte que sur un problème aussi difficile que l'objectivité des concepts en mécanique quantique, il y avait davantage qu'une espèce de position irréductible, il y avait comme une complémentarité dans les positions. Donc c'est un exemple scientifique qui montre que c'est difficile de trancher un certain nombre de problèmes. Deuxième, alors que franchement sur la question de 2 plus 2 égale 4, je ne pense pas qu'il y aura véritablement conflit entre les personnes. Parce que c'est simple. Deuxième raison, deuxième réponse à l'argument de la contradiction des philosophes, c'est de noter que les philosophes ne s'opposent pas sur tout.
un certain Leibniz, un grand philosophe du XVIIIe siècle, disait qu'il y avait quand même un certain nombre de principes sur lesquels tous les philosophes s'entendaient, du genre principe de contradiction. On ne peut pas être en même temps et sous le même rapport. On ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Et il disait, de ce point de vue-là, on pourrait construire comme une philosophia perennis, une philosophie éternelle à partir des principes communs. Et puis, moi je crois surtout, il faut concéder l'argument des maîtres du soupçon, qui dit, oh, la connaissance, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je pense qu'une des grandes raisons pour lesquelles il y a une multiplicité d'opinions, c'est que ce n'est pas que l'intelligence qui accueille la vérité, c'est tout l'homme. C'est important, hein. C'est tout l'homme qui accueille une vérité. Quand je parle à quelqu'un, je ne m'adresse pas qu'à un cerveau. Je m'adresse à quelqu'un qui a une affectivité et qui éventuellement peut avoir des blessures. Et bien souvent, on se rend compte qu'une vérité très simple peut être refusée non pas pour elle-même, mais par la crainte des conséquences qu'elle peut entraîner. Et c'est important ça. Un exemple est assez net en philosophie de la nature sur la question de la finalité. La démonstration de la finalité n'est pas comme telle difficile à admettre lorsqu'on démontre que la finalité existe, y compris dans les processus inorganiques. Bon, c'est assez patent. Le problème, c'est lorsque je vous dis que la finalité existe, aussitôt se profile derrière la question, mais quelle est la cause de la finalité dans les êtres qui sont sans intelligence? La question se pose donc de l'intelligence avec un grand I. Et donc ultimement, la question se pose de l'existence de Dieu. Et en général, le refus de la finalité est implicitement un refus de l'existence de Dieu qui sera à plus ou moins long terme impliqué dans la reconnaissance de la finalité. Donc bien souvent, on refusera, par exemple, notre exemple très simple, ceux qui tiennent le déterminisme absolu, je ne sais pas, pendant un certain nombre d'écoles sociologiques ou même psychologiques, qui veulent nous déterminer. C'est évident qu'à partir du moment où je dis que nous sommes libres, la conséquence immédiate, c'est la responsabilité. Tenir une philosophie déterministe, c'est en même temps se déresponsabiliser. C'est commode. Ça me rappelle un exemple qu'avait donné un jour un ami médecin, il me disait, mais qui avait découvert quelque chose d'assez étonnant du point de vue des réflexes, et qu'il montrait à un de ses collègues, en montrant un enfant inadapté, et en lui montrant donc, ce qu'il pouvait faire à partir de sa théorie des réflexes. Et cet ami médecin me disait que son collègue avait tenu cette réponse tout à fait étonnante. Il disait, tu vois, je ne sais pas si je ne crois pas ce que tu me dis parce que je ne le veux pas ou parce que je ne le vois pas. Il y a des moments où on ne veut pas voir. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc c'est pas que l'intelligence qui reçoit la vérité. Et là, je crois que ça peut expliquer beaucoup de différences et beaucoup de divergences du point de vue philosophique. Parce qu'en effet, pour ces cas-là, si le collègue avait reconnu ce que montrait mon ami médecin, ça aurait complètement révolutionné sa pratique médicale. Ça a donc supposé qu'il biffe d'un coup de crayon 10 ans de pratique et qu'il se renouvelle intégralement. Et ça, c'est parfois un peu lourd. Deuxième argument, après la contradiction des philosophes, l'argument de l'erreur. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. D'abord, la réponse générale toute simple. Si je dis que le sens se trompe, il faut donc que j'ai une connaissance de la vérité. Donc de ce point de vue-là, quand je dis qu'il y a une erreur, c'est que implicitement je reconnais qu'il y a une vérité. Hein, vous savez, l'argument de l'erreur d'essence, par exemple, mais même l'erreur en général. Pour dire qu'il y a une erreur, il faut que je sache qu'il y a une vérité. Parce que sinon, si je baigne constamment dans l'erreur et que je ne connais que l'erreur, qu'est-ce qui peut même dire qu'il y a une vérité? Rien du tout. Alors on peut déjà appliquer cet argument général au cas du sommeil et du rêve. Pardon, du rêve et de l'éveil, pardon. Si je dis que justement je me pose la question de savoir s'il existe un état éveillé et un état de sommeil, c'est que justement, je ne suis pas constamment dans le rêve. Donc c'est la première réponse. Si je distingue les deux, c'est que je ne suis pas constamment dans le rêve. Une deuxième réponse qui est peut-être plus proche de nous, même si elle est moins pertinente, c'est de noter qu'il y a une drôle de différence entre les deux. C'est que dans l'état d'éveil, j'exerce ma liberté, ma responsabilité. Ce qui n'est jamais le cas dans le rêve. La preuve, c'est que si jamais vous faites une bêtise dans un rêve, si vous êtes somnambule et que vous tuez votre voisin, la première chose que vous plaiderez non coupable. J'étais pas conscient de ce que j'ai fait, tout bêtement. Et donc, dans le rêve, il n'y a pas de conscience. Il n'y a qu'une logique du désir. Si on dit que le rêve est véritable, je sais pas moi, l'autre jour, j'ai rêvé que j'avais 3 millions de dollars. Mais je suis désolé, entre ce que j'ai rêvé et ce qui est vrai, il y a une sacrée différence, malheureusement.
Quant à l'erreur des sens, il faut répondre très simplement que les sens ne se trompent pas. Je ne me trompe pas lorsque je vois la cuillère cassée. Au contraire, si la cuillère n'était pas cassée, je ne pourrais pas fonder l'optique géométrique, les lois de la réfraction. Donc mes sens ne se trompent pas. D'ailleurs, une des preuves, c'est que si j'ai un doute, je tends la main et ma main saisit bien la cuillère qui est droite. Ce ne sont pas mes sens qui me trompent, c'est le jugement que je porte sur ce que je vois. Donc l'erreur est dans le jugement de l'intelligence et non pas dans le sens. Mais il faut creuser encore un peu parce que l'objection qu'on vous sort aussitôt après. Oui, d'accord. Mais quand vous prenez un daltonien, lui, c'est pas son jugement, vous dire c'est ses yeux même qui voient le feu rouge vert. Alors qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça? Une mauvaise réponse serait de dire oui, mais la plupart des gens ne sont pas daltoniens, donc la normalité serait le critère démocratique. Comme la plupart des gens ne voient pas ça, c'est eux qui ont raison. Non, c'est insuffisant. Parce que l'expérience montre que parfois le petit nombre a raison contre la majorité. La réponse est très simplement que le daltonien est quelqu'un qui est malade. Et c'est une raison physiologique extrêmement nette. C'est que je peux guérir un daltonien, je pourrais guérir un daltonien, en tout cas je peux démontrer qu'il y a une absence ou une diminution de la quantité de pigments nécessaires pour pouvoir voir les couleurs dans les cellules que l'on appelle les cônes, alors que il est hors de question que vous qui voyez normalement, je vous guérisse. Qu'est-ce que je pourrais faire? Rien du tout. Ce qui montre donc bien que le daltonien est pathologique. Troisièmement, l'argument de la relativité. C'est un argument qui est très fin et qui demanderait une longue réfutation. Mais pour aller immédiatement à l'essentiel, cet argument-là disait que les êtres sont en relation. Pour connaître un être, il faut établir tout le réseau de relations. Eh bien, il faut simplement répondre que l'être est antérieur à la relation. Je vais m'expliquer aussitôt. L'être est antérieur à la relation. Et que la consistance de la relation dépend des êtres en relation. Exemple. Avant de dire qu'il y a une relation de paternité de filiation, avant de dire qu'il y a un père et un fils, il faut bien qu'il y ait deux personnes. Pour qu'il y ait un père et un fils, il faut qu'il y ait une personne qui soit père et une personne qui soit fils. Il y a une personne avant qu'il y ait un père. Et lorsqu'il y a des personnes, il peut y avoir relation. Je ne parle pas forcément d'une antériorité temporelle. Le fils commence à exister à partir du moment où le père l'engendre. Reste qu'il faut bien qu'il y ait un être fils pour qu'il puisse y avoir la relation. Simplement. Pour qu'il y ait une flèche, il faut bien qu'il y ait deux êtres qui puissent recevoir la flèche. On va dire ça en logique, en mathématiques ensembliste. Donc, on se rend compte que si l'être n'était qu'une espèce d'ouverture relationnelle, s'il était en effet que ce paquet de relations, il serait complètement inconsistant, il n'aurait pas d'être. Donc, l'être existe avant la relation. Or, je peux légitimement faire abstraction de la relation pour connaître l'être. Ça, c'est important. Or, je peux légitimement faire abstraction de la relation pour connaître l'être. Je ne suis pas obligé de parler de la vache quand je parle de la luzerne. Je peux connaître la luzerne indépendamment de la vache. Je peux connaître le soleil même si la Terre n'existe pas. C'est important. Bien. Enfin, après donc avoir vu les écoles, les arguments, la réfutation des arguments, disons juste un mot de la thèse sceptique. La thèse sceptique, elle nous dit « je ne peux rien connaître ». Alors je ne peux rien connaître, on peut d'abord le réfuter avec le gros argument, là, ce qu'on appelle argumentum baculi, c'est Molière qui l'utilise dans le mariage forcé. C'est un brave homme qui prend des renseignements auprès des philosophes pour savoir comment se marier. Et il va voir un philosophe sceptique qui lui dit « ah, vous ne pensez pas que je devrais me marier ?» Alors le philosophe lui dit « oh, ça se pourrait, mais vous ne pensez pas que cette personne-là serait un bon parti ? Pourquoi pas ?» Puis à la fin, on a tellement ras-le-bol de ce philosophe qui ne tranche jamais, qui est une espèce de normand avant la lettre. Il prend un bâton, puis il commence à lui casser du bois vert sur les épaules. À ce moment, le philosophe commence à dire « mais c'est une honte ! Oh, ça se pourrait ! Mais je vais aller prévenir la police. Oh, pourquoi pas ?» Donc ça, c'est le premier type d'argument, et qui est un argument finalement pratique assez fin. Veut dire, comme disait ce cher Aristote, veut dire c'est curieux, le philosophe sceptique regarde où il met les pieds quand il avance. S'il doute de la réalité, comment se fait-il que lorsqu'il trouve un précipice devant lui, il l'évite au lieu de continuer tout droit?
Comme disait Spinoza, je veux dire, les sceptiques devraient théoriquement être une secte de muets, puisque là, il n'y a pas de vérité, les mots ne doivent pas pouvoir trancher. Or, en général, les sceptiques sont d'intarissables bavards. Bien. Alors, ayant vu le scepticisme, très rapidement, je vous le concède, maintenant, encore plus cursivement, nous allons voir la thèse opposée, qui est le dogmatisme absolu, qui n'est pas davantage pensable. Et on pourrait dire d'ailleurs en quelques mots que le scepticisme nous immunise contre le dogmatisme absolu. Alors, quelle est la thèse du dogmatisme absolu? C'est très simple, c'est de dire j'ai une connaissance certaine et exhaustive de toute la réalité. Bon, personne n'a jamais osé soutenir une telle position. Reste que, poussé à l'extrême, un certain hegelianisme, voire Hegel lui-même, philosophe allemand mort en 1831, un très très grand philosophe, a quasiment pu soutenir une telle position. Pour Hegel, son système est tel comme l'apogée, comme le résumé de tous les systèmes antérieurs. Donc pour un Hegel, pour un Marx, ou même pour un Freud par certains côtés, un Marx estime qu'avec la lecture, avec la lutte des classes et avec le sens de l'histoire, il avait la clé de lecture obligée de toute l'histoire de la pensée. Et un Freud estime aussi qu'à partir de la notion de complexe d'Oedipe, à partir d'un certain nombre de principes, je peux complètement expliquer non seulement le devenir psychologique de l'homme, mais même l'art, la religion, la philosophie. Pour Freud, la philosophie, la plus belle des sublimations. Pour lui, c'est un compliment, pour moi, pas du tout. Donc ces gens-là estiment qu'ils ont une explication totale de la réalité à partir de quelques principes. Et n'ont aucun sens de la contingence et de la... éventuellement, on veut dire, d'un certain nombre de réalités qui ne rentrent pas forcément dans les cadres qu'ils ont préétablis. Alors, la critique de cette thèse est relativement aisée, même si finalement elle est difficile à faire admettre. En fait, la plupart des philosophies dogmatiques, mais dogmatiques au sens absolu du terme, ce sont des philosophies réductionnistes. Des philosophies de type réductionniste. Et la philosophie réductionniste, c'est une philosophie qui réduit la réalité à un principe. Et c'est la pensée qui devient mesure du réel. C'est la seule manière de tout enserrer. Alors, c'est quoi? C'est ce que Viktor Frankl appelle les homonculismes, les nœuds. Par exemple, Bertrand Russell disant « L'homme n'est qu'un paquet d'électrons. L'homme n'est qu'un nuage d'électronique. » Alors, le danger de l'homonculisme, c'est quoi? Le danger du réductionnisme, c'est l'homme est un ensemble d'électrons, c'est tout à fait vrai. Mais l'homme n'est pas qu'un ensemble d'électrons. Il y avait un professeur de sciences net qui disait l'homme n'est qu'un processus d'oxydoréduction. Bon, pas mal organisé, mais qu'un processus d'oxydoréduction. L'homme est ça, c'est vrai chimiquement. Moi, je peux voir ça au microscope, d'accord, mais il n'est pas que ça. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement de constater ces réductionnismes. Un des grands prophètes qui s'opposait au réductionnisme, vous le connaissez, c'est Arthur Koestler. Notamment, il avait fait tout un congrès à Alberg, il avait réuni des sommités scientifiques en tout domaine. Il s'était justement attaqué. Le nom de son congrès, ça s'appelait Au-delà des réductionnismes. Donc, c'est intéressant d'aller voir son œuvre pour ça, notamment les somnambules. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre par l'intérieur le processus des réductionnismes, parce que c'est extrêmement prégnant. Et c'est une erreur qui ressurgit régulièrement. À mon avis, c'est mon opinion, et je la partage, c'est que à la racine donc des réductionnismes, il y a une découverte géniale d'une réalité. Il y a une découverte géniale d'une réalité qui est coextensive à l'univers. Je vais m'expliquer. Vraiment, c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose que l'on trouve partout dans la réalité. Je donne des exemples après. Pour l'instant, je pose le principe. Alors, le sophisme est le suivant. Le sophisme qui est le glissement de pensée. Un sophisme, c'est une erreur volontaire, donc c'est un peu un jugement de valeur, mais disons erreur en général. C'est le suivant. Je le formule sous forme d'une loi que je vais appliquer après. S'il y a du X dans tout,
ou si vous préférez, si X est dans tout, virgule, tout est X. Si X est dans tout, tout est X. Alors l'application, elle est multiple. Elle a commencé avec un certain Pythagore, bien connu, un philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui, lui, avait constaté, sa grande découverte, c'est qu'il y avait du nombre partout. Dans les sphères célestes, aussi bien que dans les cordes de sa cithare qui grattait, etc. Il y a du nombre partout, une harmonie des nombres. Et donc, le raisonnement de Pythagore était le suivant, c'est Aristote qui nous en parle. S'il y a du nombre partout, tout est nombre. Très intéressant. Et hop, un autre exemple intéressant. Hegel, par exemple, lui, c'est l'historicité. Un autre exemple beaucoup plus prégnant pour nous, c'est Marx. Marx a découvert qu'il y avait de la réalité économique en toute chose. C'est vrai, y compris dans l'Église. Il faut bien, qu'est-ce que vous voulez, le père Cône de cette paroisse, il faut bien qu'il ait des finances, il faut bien qu'il ait une quête pour vivre. Hein, le Vatican a des finances, je sais qu'on en parle, et mal. Mais le problème, c'est que Marx a prétendu que ce qu'il appellera justement l'infrastructure économique est le tout de la réalité. Et une lecture marxiste de l'Église, ça va être une lecture uniquement à travers un crible économique. On va expliquer, j'ai lu les lectures explicatives du synode actuel, ou du précédent synode, expliquant tout en matière de tension nord-sud ou ouest-ouest. Donc uniquement en termes de dialectique économique, de lutte de classe. Un Freud, c'est pareil. Un Freud a remarqué que d'une certaine manière, on pouvait trouver la sexualité en toute chose, à mesure où nous sommes, par nature, des êtres sexués. Le problème, c'est que nous ne sommes pas toute chose, mais pas sexe. Or, pour lui, justement, la sexualité est comme l'essence de la réalité. La libido est comme le moteur profond de toute espèce de réalité. Donc, vous voyez le processus, très intéressant. Et il faut toujours se méfier de ça. Quand on fait une découverte, on est tellement heureux de sa découverte qu'on veut l'appliquer à tout. Alors, quelle est la racine de la critique la critique qu'on doit adresser à tous ces réductionnismes? C'est d'une part la nature finie et limitée de l'homme, et son corollaire qui est la faillibilité. L'homme ne peut pas tout savoir sur tout. Il est impossible qu'il y ait une clé explicative de toute chose, c'est impossible. Un exemple qui m'est cher, c'est celui de saint Thomas d'Aquin, pas saint Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin. C'est absolument l'homme anti-système. Saint Thomas, contrairement à ce qu'on dit parfois, est vraiment l'homme antisystématique. Il n'y a jamais une présentation exhaustive d'un sujet chez lui. Il a toujours conscience d'une espèce d'ouverture dans toute espèce d'explication. Et Dieu sait pourtant qu'il était rigoureux. Et puis je crois un deuxième contrepoison, pourrait-on dire, contre ce dogmatisme absolu, c'est le sens du caractère incommunicable et infini de la personne. Caractère incommunicable et infini de la personne. C'est un adage scolastique. Toute personne est ineffable, on disait, en latin bien sûr. C'est-à-dire qu'aucun concept ne l'épuise. Et c'est frappant de voir que la rançon habituelle des réductionnismes, c'est le mépris de la personne. Parce que justement, la personne, elle n'arrive pas à cadrer avec le concept. Il y a comme une espèce de fange qui déborde du concept et ça gêne beaucoup. Bien, et donc notre position, elle, va être entre le scepticisme et entre le dogmatisme absolu, dogmatisme modéré, pourrait-on dire, même si le mot a un relent un petit peu raide, qui est de dire que l'on peut connaître certaines choses, et ça avec certitude. On peut connaître certaines choses, non pas de manière probable mais certaine, mais on ne peut pas tout connaître. Et ce qui va nous obliger à ce qui va nous obliger à creuser, que peut-on connaître et comment? Et nous arrivons donc à la deuxième grande thèse que nous allons soutenir, qui est la thèse du réalisme modéré. Alors le réalisme modéré tient la ligne de crête entre d'une part l'idéalisme et le réalisme absolu. Là encore, on va davantage insister sur l'idéalisme. Alors d'abord, quelle est la thèse de l'idéalisme? Elle est d'abord négative. Elle nie non pas
la réalité du monde extérieur, ce serait absurde. Donc elle ne nie pas la réalité du monde extérieur, mais elle nie que le monde extérieur existe en soi. Existe en soi dans sa pure objectivité. Ça, c'est donc la thèse négative de l'idéalisme. Et de façon positive, on peut lui donner la belle formule d'Édouard Leroy qui est « un au-delà de la pensée est impensable ». Un au-delà de la pensée est impensable. Ou bien la phrase de Kant, nous n'avons jamais affaire qu'à nos représentations. Quant à savoir ce que peuvent être les choses en elles-mêmes, c'est tout à fait en dehors de la sphère de notre connaissance. Alors, historiquement, l'idéalisme, même si on le fait remonter à Platon, ce qui est injuste et imprécis, je pense qu'il faut le faire remonter, en tout cas en germe, dans Descartes. Il faut le remonter à Descartes, pardon. Alors, Descartes, je sais bien, est idéaliste de principe, mais il les réalise dans ses conséquences. C'est-à-dire que dans ses principes, il va poser qu'en effet la réalité est d'abord intramentale, et après ça, il posera comme ultimement que la réalité existe bien en dehors de nous, que je la connais objectivement, etc. Reste que Descartes est vraiment ce qu'on peut appeler le père de l'idéalisme. Mais si Descartes est le père de l'idéalisme, son pédagogue en est Emmanuel Kant, qui est le grand prophète de l'idéalisme que Kant lui-même baptise l'idéalisme critique ou transcendantal. C'est un mot bien aimé de Kant. Donc historiquement, les deux grandes figures à noter, Descartes et Kant. Puis tous ceux qui vont s'en suivre. Alors, ayant vu donc la thèse et quelques personnages historiques pour camper l'idéalisme, quels sont les arguments idéalistes? Ils se résument en fait tous à un principe extrêmement simple et de ce point de vue-là extrêmement frappant. Ça s'appelle le principe d'immanence, étymologiquement immanere, restez dedans, qui s'annonce comme suit. La connaissance, c'est un acte du sujet. C'est moi qui connais, c'est pas vous. Vous n'êtes pas à ma place. C'est un acte du sujet, mais c'est un acte qui demeure dans le sujet. C'est moi qui connais avec ce que je suis. Donc la connaissance, elle est pour moi. C'est un mot bien philosophique, elle est pour moi, elle n'est donc pas en soi. Il n'y a pas d'objectivité par nature, puisque la connaissance, ça reste le sujet. Alors pour la développer, parce que ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait ce que je vous dis là, on va lui donner deux formes plus contemporaines et plus palpables. Alors, pour ça, une première, c'est la sensation dépend de ma structuration. La sensation dépend de ce que je suis. Le premier type d'argument qui est très actuel. Vous allez voir que ça correspond tout à fait à ce qu'on dit aujourd'hui. La sensation, ce que je connais sensiblement, dépend de ce que je suis, de ma structuration intérieure. Je me rappelle l'exemple que donnait quelqu'un qui n'est pas philosophe, mais qui est passionnant par certains côtés, qui s'appelle René Barjavel. C'est pas que j'ai jamais lu, c'est un romancier, dans un bouquin qui s'appelle La fin du tigre, un bouquin qu'il aimait beaucoup. Il disait c'est un bouquin que je serais prêt à donner contre tous mes autres bouquins. Et dans ce bouquin-là, il donnait l'exemple suivant. Il disait, moi, je vois de la lumière. Très bien. Prenez une pièce sombre, complètement fermée. Dedans, il y a une lampe. La lampe, de l'extérieur, il y a un commutateur, j'allume la lampe. Est-ce qu'à l'intérieur de la pièce, il y a de la lumière? L'intérieur de la pièce étant vide, mis à part l'ampoule. Il n'y a personne. Est-ce que je peux dire que dans la pièce, il y a de la lumière? Question très intéressante. Et Barjavel répond, non. Il n'y a pas de lumière. Pour qu'il y ait de la lumière, il faudrait qu'il y ait un homme. La preuve, c'est que moi, si je mets une cellule photoélectrique, dit-il, la cellule photoélectrique ne voit pas la lumière, elle transcrit la lumière en un courant électrique. Elle n'a pas vu la lumière, elle n'a vu finalement que
une espèce de radiation qu'elle transformera en courant électrique. Ce qui montre donc bien que la lumière n'existe que pour moi. Vous voyez donc, ça c'est l'argument idéaliste. La connaissance n'existe que pour moi. Attention, c'est pas du scepticisme. Hein. Il ne doute pas que la lumière existe, c'est pas du tout ça son problème. Son problème, c'est de savoir qu'est-ce que j'en connais. Je ne le connais que subjectivement. D'un autre côté, c'est tout un courant, c'est un idéalisme un peu plus larvé, c'est tout un courant de la philosophie actuellement qu'on appelle la philosophie, et qui est extrêmement important aujourd'hui, la philosophie herméneutique. Alors n'ayez pas peur du mot. Hein. Herméneutique, ça veut dire la philosophie de l'interprétation. Du grec herméneia, interprétation. Pour vous le faire comprendre, je me rappelle lorsque je me retrouvais il y a quelques semaines sur les routes de Guinée, dans une splendide 4x4 comme ça, et on se baladait dans un paysage merveilleux. C'est une route de brousse comme vous pouvez imaginer, mais c'était beau comme tout. Moi j'étais comme ça, j'étais assis à côté du conducteur. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Et il y a le conducteur qui lui est en train d'éviter avec une adresse de Fangio les fondrias qu'il y avait sur la route. Il se retourne vers moi et disait « Ouais, d'accord, c'est vraiment une question de point de vue. Hein. La route était belle pour moi, mais pour lui, pas des masses. » Et donc c'est assez révélateur d'une mentalité actuelle qui est de dire que, bon, il y a les faits, mais chacun le perçoit et l'interprète à sa manière. Autre est le fait, autre est le sens. Sa formule, c'est « ça dépend pour qui ». C'est le fameux divorce entre le fait et le sens. Il y avait aussi toujours au musée d'art moderne, au centre Pompidou, il y avait un moment une exposition, on voyait une splendide porte de voiture, comme ça, avec un spot qui tombait dessus. L'artiste était baba devant son truc. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Le taulier qui s'amène et qui voit ça, dit « Ah, moi je prends la porte, je me paye au moins 100 balles à la casse. » Donc, le fait est là, l'interprétation qu'on lui donne n'est pas véritablement la même pour les personnes. Donc, c'est pareil, vous prenez un accident de voiture, le fait est là, objectivement. Si vous interviewez les différentes personnes, je crois que vous aurez autant de versions de l'accident qu'il y a de personnes. Donc, la vérité est pour moi, la connaissance est pour moi. Elle dépend de moi. Alors, plus profondément, un Freud vous expliquera que l'expérience, veut dire la connaissance va dépendre de votre vécu. Vécu subjectif, hein, c'est un mot bien contemporain. Donc, la connaissance dépend du vécu subjectif. Et de ce point de vue-là, vous interpréterez les faits en fonction de ce que vous êtes. En une formule choc, on peut dire le fait est fait. Le fait est fait. C'est-à-dire, c'est un fait, c'est vrai, mais il est fait au sens de fabriquer. Il est construit. Un Kant pour un Kant, la connaissance dépend intégralement du cadre spatio-temporel qui est en moi. Il n'y a pas de connaissance objective parce que la connaissance va être structurée par ce que je suis, notamment par, dit-il, les catégories d'espace-temps. Et ça, elles ne dépendent que de moi. L'espace-temps, il n'y a que moi qui le perçois. Une paramétrie, est-ce que ça perçoit l'espace et le temps? Non, dirait un Kant. C'est même l'objection, on veut dire, science-fiction. Hein. Bon, vous dites ça, vous, mais un extraterrestre viendrait sur la Terre. Il ne verrait pas les choses de la même manière que vous. Même l'objection qu'on trouve en théologie. Bon, l'Église a telle opinion sur le sacerdoce des femmes. D'accord, mais qu'est-ce qui parle de ça? C'est un collège de gérontocrates, c'est-à-dire de vieillards, de plus des hommes, et de surcroît des célibataires. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent savoir, franchement, du problème du mariage des prêtres et du sacerdoce des femmes? Là, c'est une question encore de point de vue. Voilà encore une objection typiquement contemporaine et typiquement herméneute. Chacun son opinion, chacun son interprétation. Donc vous vous rendez compte du caractère très, très actuel et très, très aigu du problème. Un deuxième argument, ou plutôt une deuxième forme de l'argumentation idéaliste, on a vu que la première c'était, je vous redis ça, la sensation dépend de ce que je suis, donc de ma structuration. Un deuxième argument qui est peut-être plus profond, c'est l'argument de l'hétérogénéité entre le monde et ce que je suis, entre le monde et mon esprit. Bien sûr, c'est très simple. Mon esprit, par lequel je connais, n'a rien de commun avec la réalité matérielle. Pour que mon œil connaisse le vert, il faudrait qu'il devienne vert.
quand une table devient verte, elle devient verte véritablement, hein, tout simplement. Hein, etc., etc. C'est même le problème que pose actuellement la philosophie de la connaissance en matière de science. Comment se fait-il que les mathématiques puissent correspondre à la réalité? De ce point de vue-là, on va donc dire que la connaissance scientifique est effectivement construite par mon intelligence, puisque les mathématiques, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu un 2 se promener. Alors, on peut voir peut-être 2 voitures, etc., et encore. Alors, après donc avoir vaguement vu, très rapidement vu ce qu'est l'idéalisme, sa critique, en fait, on la verra lorsque je vous expliquerai la position du réalisme modéré. En un mot d'ailleurs, comme dit Étienne Gilisson, une formule un peu choc, mais qui est bien vue, l'idéaliste ne connaît pas, il pense. L'idéaliste pense, il ne connaît pas. C'est une connaissance extrêmement superficielle de la réalité. C'est la fameuse histoire des philosophes chinois. Yang Tse-Kiang, les philosophes chinois, c'est une histoire. Un jour, se sont posé la grande question qui agite toute l'histoire de la philosophie, de savoir, est-ce que les réalités existent hors de moi et sans dépendance de moi, ou est-ce que la réalité existe en moi et en dépendance de moi? Une question dramatique qui est tracassée. Ils se sont dit, la seule manière pour résoudre le problème, nous allons nous réunir au bord du Yangtze-Kiang, au bord du fleuve jaune, et nous allons disserter sur cette question-là. Et pendant qu'ils réfléchissaient au problème, de savoir si la réalité existe hors de moi ou en moi, voilà qu'il y a une crue du fleuve jaune. La crue du fleuve jaune a emporté la maison dans laquelle se trouvaient les philosophes, et finalement, on n'a jamais su si la réalité existait hors de moi et indépendamment de moi, ou en moi et en dépendance de moi. Dramatique question. Alors, d'un côté, donc, il y a l'idéalisme, de l'autre côté, il y a le réalisme absolu, qui pose la thèse opposée, à savoir, je connais la réalité telle qu'elle est et en tout ce qu'elle est. Alors c'est une thèse qui a été posée d'une certaine manière par le platonisme. Donc le platonisme n'est pas un idéalisme, au contraire c'est un réalisme absolu. Platon prétendait connaître les idées en elles-mêmes et les connaître en tout ce qu'elles étaient. Alors je ne détaille pas le système platonicien parce que ce serait un peu difficile. C'est aussi la thèse du scientisme du XIXe siècle. Tout le monde connaît la réflexion de Laplace en disant mais il suffirait que je connaisse les positions de toutes les particules à un moment donné pour pouvoir déduire tout ce qui s'ensuit. Donc je peux connaître toute la réalité. C'est même la position tenue par ce nombre de gnoses actuellement. La pensée gnostique actuelle prétend avoir comme une mainmise sur Dieu, tout connaître sur Dieu. Alors la critique de cette thèse qui est moins ennuyeuse que l'idéalisme, c'est l'expérience. Je ne connais pas tout sur tout, c'est trop évident. Même les sciences maintenant commencent à dire qu'elles n'ont pas une connaissance exhaustive de la réalité. Comme disait Newton, en une belle formule, il disait un jour, vous voyez, je me promenais un jour sur une plage, j'ai pris un galet et j'ai eu la chance d'étudier ce galet, et puis je l'ai reposé. Mais tous les autres galets de la connaissance, je ne les connais pas. Et Dieu sait pourtant que Newton est un grand penseur. Donc voilà ce qu'il faut répondre à la prétention de tout connaître de certains réalistes. Alors, quelle est notre position? La position dont on va tenir un juste milieu qui est quand même aussi davantage vers le réalisme absolu que l'idéalisme. Alors, quelle est notre thèse? Pour tenir le juste milieu, c'est une thèse qui va être un peu difficile à démontrer parce que c'est extrêmement vaste, extrêmement complexe. Notre thèse est simple, c'est de dire, nous connaissons la chose en soi, et ça nous le disons donc contre l'idéalisme, mais nous ne connaissons pas toute la chose en soi. Alors c'est une question, le chanoine allemand, qui est un grand métaphysicien, disait qu'à son avis c'était probable, il disait, si on me posait la question de savoir quelle est la question philosophique la plus importante, il disait, je pense que je répondrais que c'est celle-là. Celui de bien comprendre ce que c'est que la connaissance. Mais alors quand il disait ça, il s'en suivait au minimum un cours de 20 heures. Alors vous voyez un peu la gageure. Alors j'ai juste essayé d'approcher ce problème qui est à la fois très beau et en même temps très mystérieux et non pas tellement difficile que demandant une intelligence extrêmement purifiée.
Alors je vais apporter ça en quelques points, en quelques touches. Je vais faire un peu de pointillisme pour essayer de vous expliquer le problème de la connaissance. Premier point, c'est d'abord, le premier point sera sur l'objet, le deuxième sur le sujet, et le troisième sur la relation entre le sujet et l'objet. Puisque la connaissance, c'est une relation entre un sujet et un objet. Premier point sur la structuration de l'objet. Pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait un objet, qu'il y ait comme une certaine transparence dans l'objet. Je dis ça en m'opposant à toutes les théories existentialistes contemporaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez la fameuse expérience de la nausée de Sartre, lorsqu'il dit tout à coup je vois une racine devant moi dans sa nudité, même quand il dit dans son obscénité, comme il dit. Une espèce d'expérience de l'opacité de la chose, dit-il. Si la chose est véritablement compacte et opaque en face de moi, il y a impossibilité de la connaissance. Il faut qu'il y ait quelque chose donc de transparent dans la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La réalité ne peut pas être... Si la réalité est purement matérielle, comme prétend justement un certain nombre d'idéalistes, en effet est inconnaissable. Une réalité complètement compacte et complètement matérielle est inconnaissable. Alors on démontre, je vous en dirai un petit mot en philosophie de la nature et en métaphysique, mais là aussi c'est très long. En philosophie, on démontre que toute réalité matérielle a en elle quelque chose d'irréductible à la matière que l'on appelle, un mot qui aujourd'hui a perdu un petit peu son goût, il y a quelque chose en elle qu'on appelle la forme. Toute réalité est composée de matière et de forme. La forme qui est comme quelque chose d'intelligible. Toute réalité est composée de ces deux aspects. Alors, je ne peux pas vous le détailler ni vous le démontrer, je vous renvoie aux autres cours. D'ailleurs, Augustin lui-même, il voyait comme une espèce de vestige du divin. Même Aristote disait que c'était comme une trace du divin. C'est Lévinas, d'ailleurs, le philosophe juif contemporain, qui parle de traces de Dieu dans les choses. Donc il y a comme quelque chose qui n'est pas irréductiblement matériel et qui donc permettra une communion entre l'intelligence, même d'abord le sens, et la réalité. Deuxième note sur le sujet. Alors là aussi, je le développerai un peu plus en philosophie de l'homme, mais déjà maintenant, il faut que je vous en dise un petit mot. C'est que lorsqu'on parle d'une interprétation, lorsqu'on dit que la connaissance est interprétation. Par exemple, l'accident de voiture, j'interprète l'accident de voiture. Eh bien, il faut se rendre compte que l'interprétation, en fait, présuppose la connaissance. Elle est seconde, l'interprétation. Si je dis que autant de personnes, autant d'opinions, attention, tout le monde a vu la voiture percuter le pylône. Maintenant, moi, si j'ai quelque chose contre les pylônes, j'aurai une certaine interprétation. Si j'ai quelque chose contre les propriétaires de Mercedes, parce que c'est une Mercedes, bon, je raconterai les choses de telle manière que je dirais que le conducteur de Mercedes est en tort. Mais le fait est qu'objectivement, tout le monde a connaissance de la voiture qui est rentrée dans le pylône. Donc, l'interprétation présuppose la connaissance. Deuxièmement, par rapport à l'exemple de la cellule photoélectrique. La cellule photoélectrique est un exemple qui ne vaut pas du tout, parce que justement la connaissance n'est pas un devenir matériel. La cellule photoélectrique, il y a un rayon de lumière qui tombe sur la cellule et qui se transforme en courant. Mais ça, c'est une connaissance de type matériel. C'est un devenir de type matériel. C'est pas une connaissance. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous méditez, si vous ne reteniez que ça de tout le cours de philosophie de cette année, ça vaudrait la peine. Quelle différence y a-t-il entre la connaissance et l'alimentation? Question toute bête, vous allez comprendre tout de suite. C'est un mystère absolument immense. Quand je mange une banane, elle disparaît. Si je ne m'abuse, c'est tout le drame des beaux gâteaux en chocolat, c'est que lorsqu'on les mange, ils disparaissent. Hein. Quand je mange une banane, elle disparaît et elle devient moi. Mais quand je la connais,
elle devient moi aussi d'une certaine manière quand je la connais. Elle vient bien en moi, comme la banane vient en moi. Donc il y a une certaine assimilation, au sens étymologique du terme, à savoir assimiler, je suis bien rendu semblable. Si la banane ne vient pas en moi, je ne la connais pas. Il faut bien que je connaisse la banane comme banane. Et pourtant, la banane ne disparaît pas. Quand je connais la banane, elle devient bien en moi, mais elle ne disparaît pas. Alors ça fait sourire une telle distinction, hein. Puis c'est quelque chose de tout à fait stupéfiant. Il y a donc comme deux rapports à la réalité dans la nature, hein. Le vivant a comme deux rapports à la réalité. Un rapport par lequel il s'assimile l'autre, mais le fait disparaître, donc par lequel il va détruire l'altérité, et une relation qui est respectueuse de l'altérité. Et cette relation qui est respectueuse de l'altérité, c'est la connaissance. Alors, vous voyez un petit peu la perspective que j'ouvre devant vous. Je ne peux pas naturellement détailler plus. Juste une petite remarque, ça peut structurer toutes nos relations aux autres. Est-ce que j'ai une relation de type digestif, nutritif? Est-ce que j'ai tendance à m'assimiler l'autre, ce qui m'intéresse dans la mesure où je le réduis comme à moi-même? Ou est-ce que j'ai une relation donc de respect de son altérité, une relation qui est beaucoup plus noble? Enfin, troisième point, après ces quelques notes sur le sujet et sur l'objet, la question c'est du rapport entre le sujet et l'objet que constitue la connaissance. Entre moi et la pomme, par exemple, que j'ai en face de moi. Alors pour le moderne, il ne peut pas y avoir de congruence entre le sujet et l'objet. Et finalement, le moderne nous dit deux choses. Dans le rapport sujet-objet, le moderne nous dit soit l'objet qui m'est extérieur m'altère, il y a comme un rapport de violence, un rapport conflictuel. Très intéressant de voir que il y a une révolte bien souvent à la racine de bien des conceptions idéalistes. On considère qu'en quelque sorte l'objet m'aliène. Et il y a donc comme une tension. On vit dans un univers de la disharmonie déjà. Au commencement est la lutte. Ou bien, deuxième position de l'idéaliste, l'objet ne m'altère plus, mais c'est moi qui construis l'objet. Alors là, c'est la réaction inverse, c'est-à-dire au lieu que l'objet vienne en moi et vienne habiter en moi comme une espèce de corps étranger, et en effet, c'est ce qui gêne un existentialiste, je veux dire, c'est qu'un enfer, c'est les autres, le fameux enfer, c'est les autres de Jean-Paul Sartre, sa racine est là, parce que l'autre est autre, justement. C'est frappant d'ailleurs de voir que chez Jean-Paul Sartre, le mot prochain n'existe pas, on l'a remplacé par autrui. Et l'autre est forcément un étranger qui est en train de violer ma liberté, qui me gêne. Donc le rapport sujet-objet est forcément un rapport, comme je vous disais, un rapport conflictuel, un rapport de guerre intestine. Alors la solution, c'est de dire, mais l'objet, ultimement, c'est moi qui me le construis. Et alors là, le rapport va encore être un rapport de force, mais en plus, là, un rapport d'autocréation. Intéressant, ça montre aussi qu'il y a comme un prométhéisme orgueilleux à la racine. C'est moi qui crée mon objet. Je ne veux pas que l'objet vienne en moi et qu'il y ait une ingérence de l'objet en moi, donc c'est moi qui vais le créer. Et j'en fais ce que je veux. Et sans vouloir atteindre les personnes, mais je pense qu'au fond de bien des idéalismes contemporains et modernes, en effet, il y a un péché contre l'esprit. Il y a un refus de l'humilité de l'objet qui vient en soi et qui, de certaine manière, ne peut pas être complètement cerné. Un objet que je construis, j'en fais ce que je veux. Je le manipule et j'en dis ce que je veux. Un objet que je reçois, j'accepte de ne pas complètement le voir, j'accepte des zones d'ombre, etc. Alors, il nous faut finalement, pour comprendre cette relation qu'est la connaissance entre le sujet et l'objet, il nous faut redécouvrir plusieurs choses. Premièrement, il nous faut redécouvrir que je reçois l'objet. L'arbre qui est en face de moi, ou la pomme qui est en face de moi, c'est pas moi qui l'ai fait. Je le reçois. Il y a donc une passivité première.
Ah, on aime bien faire des choses, hein. L'homme est un actif. Hein. Alors qu'il y a une passivité première dans la connaissance. Je reçois. Mais attention, si je reçois, je ne suis pas complètement passif. Il y a comme une, pourrait-on dire, c'est un mot contemporain un peu ambigu, mais il y a comme une structure d'accueil en moi. C'est pas n'importe comment que je reçois l'objet. Une pierre est passive par rapport à l'arbre, c'est vrai, mais elle est tellement passive que finalement elle ne peut pas connaître l'arbre. Il y a donc en moi comme une ouverture. Et finalement, toute mon activité dans la connaissance, c'est l'ouverture, c'est la disponibilité. C'est finalement de... Je ne connais pas, mais il y a comme une lumière en moi, je vais en dire un petit mot, il y a comme une lumière en moi, et il faut savoir que j'accepte de braquer la lumière sur l'objet que j'ai à connaître. Ne pas porter sur n'importe quoi. Donc l'ouverture, l'accueil. Vous vous rendez compte aujourd'hui dans un monde qui a tellement de mal à écouter les autres. Remarquez quand vous parlez à quelqu'un, la difficulté que vous avez à écouter et de dire exactement ce qu'il dit. On verra ça quand on fera la logique la semaine prochaine. On a un mal fou à écouter l'autre et donc à recevoir. Aussitôt on projette, on discute, etc. Ça c'est l'activité, c'est pas cette espèce de passivité accueillante. Mais c'est tellement important ça. Et justement là encore, il y a ultimement un manque d'humilité et un manque de charité d'ailleurs. Ce sont les deux conditions de la connaissance, l'humilité et la charité, comme pour la vie spirituelle. Bref, pour bien comprendre ce qu'est la connaissance, il faut quitter un univers de tension et d'antagonisme qui d'abord est matériel et ensuite va être transposé au niveau de la connaissance, pour accéder, je dirais, à un univers réconcilié. Un univers de réconciliation. Un univers de réconciliation entre l'homme et ce qui lui est extérieur, et les objets. Alors ça, c'est en termes un petit peu imagés, mais plus philosophiquement, il faudrait parler, non pas en termes, la connaissance ne doit pas s'expliciter en termes de sujet-objet. Ça, c'est vraiment une dialectique typiquement contemporaine. Ce sont les modernes qui parlent en termes de sujet-objet. Et quand je parle de sujet et d'objet, automatiquement j'oppose. Le sujet est différent de l'objet. L'objet, c'est obiecere en latin, c'est ce qui est jeté devant moi. Ce qui est jeté est forcément différent de moi. Alors que saint Thomas, Aristote, notamment, n'ont jamais parlé de sujet et d'objet. Ils parlaient, eux, et c'est beaucoup plus profond, ils parlaient dans la connaissance d'un rapport de puissance à acte. Ou si vous voulez, de puissance à objet. Mais c'est pareil, puisque l'objet est acte. Ils parlaient donc de rapport de puissance à acte. Et la puissance a dit ouverture. Par exemple, la fleur est en puissance à recevoir le soleil, à boire le soleil, c'est la photosynthèse, et buvant le soleil en quelque sorte, à s'actuer en fruit. La fleur est ordonnée au fruit. Le veau, recevant l'objet qu'est la luzerne, dont on parlait tout à l'heure, va accéder à son acte qui est la vache ou le bœuf, va grandir. Eh bien c'est pareil, de même que la fleur est appelée en recevant la lumière à devenir fruit, de même nos facultés de connaissance sont appelées elles aussi à grandir et à accéder à la vérité. L'acte de nos intelligences, c'est la vérité. Et donc là aussi, il y a donc un rapport de croissance, non pas un rapport dialectique entre sujet et l'objet. L'objet est ma perfection. De même que le soleil est la perfection, ou plus exactement le fruit est la perfection de la fleur. Et donc il y a un rapport en fait de croissance et de maturation, d'actuation. Vous saisissez un peu. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la notion d'autrui qui est perdue par Jean-Paul Sartre, c'est amusant. Hein. De même qu'au niveau de la relation d'amour, le mot prochain a été remplacé par le mot autrui, de même au niveau de la connaissance, le moderne a remplacé la notion de puissance et donc d'ouverture par celle de sujet. L'autonomie du sujet. Il y a même glissement au niveau de l'amour et au niveau de la connaissance. Et les glissements de mots sont généralement révélateurs de glissements d'idées. Bien, nous arrivons à la troisième étape de notre marathon. Et ça va être beaucoup plus rapide. Ça va être l'empirico-rationalisme.
Troisième thèse, maintenant on va s'intéresser à nos facultés de connaissance. Quelles sont les facultés par lesquelles je connais? Alors là encore, il y a deux thèses opposées. La première qui est l'empirisme. La thèse de l'empirisme se résume très simplement. Pour l'empirisme, l'essence en LES plus loin SENS, c'est pas le gasoil, hein, l'essence sont l'unique source de connaissance. Aujourd'hui, on dirait « je ne crois que ce que je vois ». Voilà. Et ce ne sont pas, comme on dit aujourd'hui, ce ne sont pas des saint Thomas, hein, attention. Hein. Saint Thomas n'a pas été canonisé pour son manque de foi, ce ne sont que des Thomas. C'est qu'après qu'il devient saint Thomas. Hein. Berkeley donne un argument un peu plus fin qui était le suivant, il disait « mais on ne connaît que des choses sensibles, la preuve, c'est que l'exemple typique est l'idée d'homme. L'idée d'homme n'existe pas. La preuve, je suis incapable de me représenter un homme qui serait ni petit, ni grand, ni blond, ni brun, ni etc. Donc, ça montre que je ne peux pas avoir d'idée de l'homme en général, puisque l'idée d'homme en général, ça peut pas, c'est une absurdité. Ça arrête toutes les allures. C'est Berkeley qui dit ça, je ne peux pas m'en présenter. Alors à la limite, on pourrait dire, c'est un aveu personnel d'impuissance d'avoir une idée, donc on vous laisse seul responsable de la paternité de cette idée-là. Hein. Alors, quelle est la critique que l'on peut faire à l'empirisme, à cette thèse? On peut d'abord faire une critique interne. La critique interne est simple, c'est de dire, mais l'empirisme, quand il nous parle, utilise bien des concepts universels. Quand il vous dit la vérité, la seule vérité accessible, la vérité des sens, le mot vérité, par exemple, le mot connaissance, le mot sens, sont des concepts parfaitement universels. S'ils étaient seulement relatifs au sens, c'est-à-dire, comment c'est-il que je peux les comprendre aussi? Et plus profondément, l'empiriste s'appuie sur des principes comme le principe de non-contradiction, qui est parfaitement universel. J'imagine que lorsque l'empiriste énonce quelque chose, il ne prétend pas aussitôt dire le contraire de ce qu'il vient de dire. Donc le principe de non-contradiction qui sous-tend ce qu'il dit est vrai universellement. Or, le principe de non-contradiction n'est pas une vérité des sens. Je ne crois pas l'avoir jamais rencontré dans la rue. Bon, et puis il y a une critique externe à l'empirisme qui est que l'expérience m'oblige à constater qu'il n'y a pas que les sens qui connaissent. Donc c'est une vérité aussi d'expérience, puisque l'empirisme c'est la théorie qui réduit tout à l'expérience, c'est aussi une vérité d'expérience qu'il y a des connaissances universelles. Par exemple, je sais ce que c'est qu'un homme, je sais ce que c'est que la liberté, etc. Ce sont des vérités universelles. Et contre Berkeley, l'argument qu'il donnait tout à l'heure, il faut le dire que, bien sûr que je ne peux pas me représenter un homme. C'est tout à fait vrai. Un homme qui soit ni grand ni petit, etc. Bien sûr. Mais le problème, c'est que le concept, ça ne se représente pas, c'est pas une image. C'est justement un concept. Quelque chose de parfaitement universel. Alors, inversement, il y a donc l'empirisme qui dit qu'il n'y a que le sens qui connaît. Il y a la thèse inverse qui est celle du rationalisme, qui nous dit que l'expérience n'a aucune valeur scientifique, seule la raison connaît véritablement. Alors, je vous renvoie à toute la théorie kantienne des jugements synthétiques a priori, que je ne peux pas vous détailler. Ce n'est un des grandes manifestations du rationalisme. La thèse est simple, c'est finalement de dire que dans la connaissance, il y a un conceptuel qui est irréductible au sensible. Par exemple, il y a des données universelles, et ces données universelles, d'où est-ce qu'elles peuvent venir? Par exemple, la causalité. D'où peut venir la causalité? Puisque la causalité n'existe pas dans le sens, elle ne peut exister que par ma raison. Donc ma raison, c'est celle qui cause ces notions universelles. Donc je connais grâce à ma raison et non pas grâce au sens. Comme je n'ai jamais vu la causalité nulle part grâce à mes sens, c'est ma raison qui en est l'auteur. Ce qui montre d'ailleurs, entre parenthèses, que le rationalisme est assez proche de l'idéalisme. Même si on est autorisé de droit à les distinguer, en général, ce sont les mêmes philosophes qui professent l'une et l'autre. L'un et l'autre. Alors la critique du rationalisme, elle supposerait là aussi au moins 3 heures de cours. C'est toute la théorie de ce qu'on appelle l'abstraction.
Et ça nous amène à dire un tout petit mot de la vérité qui là ne va pas être une vérité intermédiaire, mais finalement va être une vérité qui va synthétiser ce que dit l'empirisme et le rationalisme. La vérité, c'est de dire quoi? C'est très simple, c'est de dire que je connais par ma raison, oui, messieurs les rationalistes, nous sommes d'accord, mais je ne connais pas seulement qu'avec ma raison, je connais aussi avec mes sens. Et on rajoute, toute la connaissance de la raison, de l'intelligence, vient des sens. Et finalement, tout le problème est là, c'est de bien comprendre que, et contre l'empirisme et contre le rationalisme, la connaissance intellectuelle de l'intelligence, donc, me vient des sens. Et pour tenir ça, il faut donc démontrer ce qu'on appelle l'abstraction. Ça serait long de vous l'expliquer. Donc, l'abstraction nous dit simplement que, abstraere, que la connaissance est tirée. Traere, c'est-à-dire tirée. La connaissance intellectuelle est tirée du sensible. Un exemple, simplement pour vous montrer ce que c'est. Chacun de nous voit un homme, plutôt cet homme-ci, Pierre, Paul, Madeleine, etc. Bon, on voit un certain nombre d'hommes. Et à force de voir ce que sont les différents hommes que mes sens connaissent, je vais en tirer un concept universel. Le scientifique, à force d'observer les abeilles, si c'est M. Alfred von Frisch par exemple, un beau jour arrivera à me dire ce qu'est le concept universel d'abeille. Et donc il va tirer ça de l'expérience sensible. Mais il faudra du temps, l'expérience. Voilà donc la troisième position, l'empirico-rationalisme. Je résume donc les trois thèses que nous tenons. D'une part, nous pouvons connaître quelque chose. C'est donc la thèse du dogmatisme modéré. D'autre part, nous connaissons quelque chose en lui-même, non pas seulement par rapport à soi, mais en lui-même. C'est la thèse du réalisme modéré. Et enfin, ce que je le connais par mes sens et par mon intelligence. Vous vous rendez compte, donc à chaque fois on tient une ligne de crête, et juste pour conclure et pour terminer, parce qu'il y a la même chose, les théories contre lesquelles nous sommes opposés, ce sont des théories qui sont complètement contre nature. Dire que je ne connais que les choses par rapport à moi, c'est absurde. Mais si elles sont contre nature dans leur thèse, sont extrêmement simples à démontrer. Les arguments d'idéalisme sont très frappants. Chacun son opinion. C'est très simple, évidemment. Pour être idéaliste, c'est extrêmement simple de dire chacun son opinion. Alors que notre position à nous, donc la position réaliste, est une position qui est extrêmement proche du bon sens dans ce qu'elle dit. Je connais les réalités objectives, et c'est vrai. J'ai jamais vu un petit enfant me dire, en prenant le biberon, mais dis-moi maman, ce biberon, est-ce qu'il existe en moi ou est-ce qu'il existe objectivement? Ça montre bien que le réalisme est spontané et objectif. Par contre, la démonstration du réalisme est, vous en êtes rendu compte, complexe. Parce qu'elle doit suivre le réel. C'est pas une construction. Donc c'est ça le grand danger du réalisme, c'est qu'on tient des positions de bon sens, mais dès qu'on les justifie, on perd la crédibilité dans la mesure où on est obligé d'entrer dans un détail extrêmement grand. Et pour terminer, je ne peux pas résister à l'envie de vous lire un texte tiré d'un humoriste anglais qui en même temps était un philosophe et un littérateur de grande envergure, s'appelle Chesterton, George Case Chesterton, qui est bien connu, j'imagine. C'est tiré de son livre sur saint Thomas d'Aquin, un petit bijou qu'il faudrait absolument, que tout le monde devrait avoir lu, parce que c'est aussi simple que profond, un des meilleurs livres, disent certains, sur saint Thomas, édité chez Plomb à Paris, il y a différentes éditions. Et donc lui va nous montrer quelle est la thèse de saint Thomas, donc du réalisme, par opposition à toutes les autres thèses. Alors, lisez ça, c'est un petit morceau d'anthologie. À l'opposé de tout ce qu'il vient de dire avant, le système de saint Thomas prend pour point de départ l'inébranlable conviction universelle qu'un œuf est un œuf. L'hégélien, c'est-à-dire l'idéaliste, répondra qu'un œuf est en réalité une poule, n'étant qu'un moment du devenir. Le bercélien, vous vous rappelez le sceptique empiriste, soutiendra que son omelette n'a d'existence que dans la mesure où un rêve en a une, vu que l'omelette peut aussi bien être l'effet du rêve que le rêve l'effet de l'omelette. Le pragmatiste peut croire que le meilleur parti à tirer d'un œuf frit est d'oublier qu'il n'a jamais été œuf pour ne se souvenir que de la friture. Mais un disciple de Thomas d'Aquin n'a pas besoin de se gâter l'entendement pour éviter de gâter son œuf, de regarder son coquetier en louchant ou la tête entre les jambes ou avec des lunettes bleues.
au grand jour du soleil, coude à coude avec ses hommes, avec ses frères les hommes, il constatera que les œufs ne sont ni des poulets, ni des songes, ni des suppositions, mais des choses, attestées par l'autorité des sens, qui est de Dieu.